Bon, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à liker. Pour vous, c'est gratuit, ça coûte rien, mais pour la chaîne, ça fait vraiment beaucoup. Alors, merci d'avance. En 1985, à l'extrémité sud de l'archipel du Japon, au large de l'île de Taïwan, Kiyachiro Aratake, un organisateur de plongée touristique en repérage dans les îles Yaeyama, découvre ce qui sera nommé la structure sous-marine de Yonaguni. Immergée à 30 mètres de profondeur entre l'océan Pacifique et la mer de Chine, cette formation en grès mesure 75 mètres de long pour 25 mètres de haut. Elle est composée de différents paliers, de différentes plateformes ou terrasses planes, lui conférant une légère apparence pyramidale. Mais ce qui dénote le plus avec cette structure sous-marine de Yonaguni reste sans conteste les formes géométriques qui la composent. Les lignes droites, les angles saillants, parfois à 90 degrés, ou les tracés parallèles, sont en opposition totale avec les courbes sinueuses des fonds océaniques alentours. Suite à cette découverte, la question principale fut de déterminer si cette structure était d'origine naturelle ou artificielle. La version officielle opta pour une formation naturelle, en opposition à la controverse, argumentant que cette formation sous-marine était une construction humaine antique. Pourtant, en observant de plus près le site sous-marin de Yonaguni, il est incontestable que nous ne sommes pas face à une construction. L'ensemble de la structure est uniforme, d'un seul bloc, et il ne s'agit pas d'un assemblage de différents éléments, comme nous pourrions le voir sur un mur cyclopéen, un temple ou une pyramide. Puisque visiblement, il ne s'agit pas d'une réalisation architecturale, d'une construction, se pourrait-il que la structure sous-marine de Yonaguni ne soit en réalité qu'une simple pareidolie? Après tout, la nature sait nous surprendre en nous offrant des réalisations aux formes structurées, géométriques, pouvant sans conteste laisser penser qu'il s'agit d'une réalisation artificielle, issue d'une forme d'intelligence, à l'image des orgues basaltiques, ces formations rocheuses naturelles, plus ou moins régulières, issues pourtant de simples coulées de lave naturelle. Mais la structure sous-marine de Yonaguni est totalement différente de ce type d'observation. Sa composition en grès, une roche sédimentaire relativement dure, ne permet pas naturellement d'obtenir des lignes parallèles aussi régulières. Le feuilletage de fragmentation du grès ne peut donc pas offrir la géométrie typique de la structure de Yonaguni. De plus, le bloc général de la formation sous-marine nippone ne présente pas de dégradation, de lignes de failles ou de fissures. Il est donc très peu probable que seule l'enveloppe extérieure ait subi une dégradation naturelle amenant à ce type de terrasse droite. L'érosion naturelle par les courants océaniques ne peut pas non plus expliquer les formes angulaires et les plateaux de Yonaguni. Le grès se situe entre 6 et 7 sur l'échelle de Mohs, échelle qui sert à déterminer la dureté des minéraux. Si le sable ou le quartz soulevé par les courants marins pourrait altérer le grès, cela n'explique en rien la géométrie si particulière du site. L'érosion sous-marine, au même titre que celle causée en surface par le vent, forme des courbes, cassant les angles et arrondissant les formes. Elle ne génère donc pas naturellement des angles droits et des plateaux lisses.
Nous sommes donc face à un colossal bloc de grès sous-marin, semblant pourtant avoir subi une action extérieure, lui offrant cette apparence de structure artificielle. Robert Schoch, géologue et géophysicien de l'université de Yale, a étudié la structure sous-marine de Yonaguni à la fin des années 90. Il en est arrivé à la conclusion que, si la structure géologique du site était d'origine naturelle, ne comportant pas de signes d'assemblage ou de construction, elle aurait parfaitement pu être travaillée par la main de l'homme afin de lui offrir son apparence actuelle. Si cette hypothèse semble correspondre à toutes les observations, elle soulève pourtant des questions majeures. À quoi aurait donc bien servi la structure de Yonaguni ? Puisqu'il ne s'agit pas d'une construction d'un bâtiment ou d'un palais, quelle était la fonction de ce site ? Le grès est principalement utilisé dans la construction. Donc, de toute évidence, Yonaguni devait être une carrière, un site d'extraction. Cela expliquerait les terrasses successives correspondant aux différents niveaux de prélèvement des plaques de grès, ainsi que les structures alentour, s'apparentant à des murets ou des chemins de pierre, servant de voie d'accès au site d'exploitation. Les différents paliers de la structure ne seraient alors que les marques visibles des extractions de blocs, de taille et d'épaisseur différentes, transformant cette formation naturelle en une structure aux formes géométriques. Il est vrai qu'en observant ce site dans sa structure générale, on imagine parfaitement les dalles de pierre être retirées du bloc original, creusant petit à petit cette réserve de grès pour lui offrir cette apparence de terrasse artificielle superposée. Mais puisqu'il est très peu probable qu'une carrière de grès ait été exploitée sous l'eau, comment Yonaguni, immergé à plus de 30 mètres de profondeur, pourrait avoir servi de site d'extraction ? La réponse a peut-être été apportée par une étude du Centre européen de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement, qui a publié en 2012 un article dans la revue Nature, attestant d'une brutale montée du niveau des océans il y a 14 500 ans. L'estimation de cette remontée des eaux est de 130 mètres sur quelques décennies seulement. Autrement dit, il y a 15 000 ans, le niveau des océans était 130 mètres plus bas, dévoilant des surfaces de terre gigantesques et des zones entières propices au développement des civilisations antiques. La structure de Yonaguni étant située à seulement 30 mètres de profondeur, c'est donc toute la géographie du site qui aurait été accessible par les civilisations de cette époque. Les terres immergées situées actuellement entre le sud de l'archipel japonais et l'île de Taïwan auraient alors été à l'air libre, permettant aux hommes de s'y établir et d'en exploiter les ressources, faisant du site de Yonaguni une carrière de grès à ciel ouvert. Au même titre que de nombreux autres sites archéologiques de notre planète, comme Göbekli Tepe ou Gunung Padang, Yonaguni semble donc nous obliger à devoir réécrire notre vision de l'histoire. Si cette structure sous-marine était bel et bien une carrière de grès il y a 15 000 ans, cela signifie que la sédentarité des hommes, que les civilisations humaines à la surface de la Terre et que les moyens techniques et les connaissances de notre passé lointain ne correspondent en rien à ce que nos livres d'histoire continuent pourtant de nous apprendre. Certes, les hommes étaient présents dans cette région il y a 15 000 ans, mais officiellement, il ne s'agissait que de petits groupes de chasseurs-cueilleurs, nomades, peu développés et n'ayant pas d'impact ou d'emprise sur leur environnement direct. Pourtant, Yonaguni démontre l'existence possible et plus que probable d'une civilisation sédentarisée, suffisamment développée pour permettre de créer un site d'extraction de roches, sous-entendant la création et l'utilisation d'outils spécifiques, mais également le transport, l'agencement et donc l'utilisation de ces matériaux dans des structures plus complexes, démontrant un niveau socio-culturel bien supérieur à celui de simples hommes de l'âge de pierre. Notre humanité semble amnésique, cherchant désespérément à se souvenir de son passé.
Mais les preuves permettant d'entrevoir une histoire différente de celle qui nous est enseignée dérangent. Et tout comme la structure de Yonaguni, finissent généralement dissimulés, cachés des regards et bien loin de la surface.